Bonjour, mon nom est Mélissa Durand, je suis libraire jeunesse pour la librairie Monet et aujourd'hui je vais vous présenter les incontournables du mois de décembre. Donc ce mois-ci, on a eu une pelletée de personnages féminins qui sont vraiment très intéressants, donc je commence avec le non moindre d'entre eux. Une vie pour Mathy de Seuil, donc la collection En route Simone. Imaginez des personnages qui vivent dans une réserve et ces personnages-là, en fait, ils vont décider d'aller écœurer leur autrice bien gentiment. Donc, Mathy est l'investigatrice de tout ça. Donc, le problème, au fond, c'est que ces personnages-là sont dans la réserve depuis un moment et c'est horrible. Donc, ils veulent absolument avoir une histoire. C'est le propre d'un personnage. Et dans la réserve, on a beau avoir des beaux paysages, c'est pas terrible. Donc, Mathy va réussir à convaincre 6 autres personnages de la réserve de cette autrice-là qui s'appelle Déborah Ben Moulek. Et va décider, dans le fond, d'essayer de trouver une solution, de lui parler. Mais on comprend que pour des personnages, l'auteur, c'est pratiquement Dieu, donc c'est pas évident d'essayer de trouver un consensus. Mais finalement, en se donnant une histoire, en se mobilisant pour retrouver l'autrice, ils se donnent une histoire finalement. Et ce qui est vraiment très beau, c'est qu'ils vont aussi découvrir que le fait d'être en groupe, c'est quelque chose qui les mobilise et c'est quelque chose qui leur donne une raison d'être. Donc, c'est vraiment pas très long, mais c'est vraiment le choupinet tout plein. Donc, petite histoire rapide sur des personnages qui se cherchent une vocation. Le deuxième, un autre de mes personnages féminins forts de ce mois-ci, c'est Ilona, Melville et les héros de l'histoire. Donc, on voit que le H a été barré par un Z. Il y a une raison. Donc, Ilona, c'est la petite, je dirais pas canaille, mais clairement, partout où elle passe, il y a quelque chose qui va pas toujours bien. Donc, c'est pas le gentil petit personnage féminin qu'on laisse dans un coin et qui va faire les choses de manière conventionnelle. Pas du tout. Donc, on lui met d'ailleurs toutes sortes d'adjectifs, on le voit au début, ça commence assez fort. Donc, je vais vous les montrer juste ici. Ça m'a bien fait rire. Donc, en tête du palmarès des qualificatifs dont on m'affuble régulièrement, ah, cette Ilona Melville, quelle calamité. 2. Pauvre Alice Melville, la maman, quelle poisse d'avoir une fille pareille. Et 3. Ou toute autre réflexion comportant à minima les mots plaie, fléau, cataclysme, malédiction et autres synonymes du même acabit. Donc, on voit que c'est ce genre de personnage-là, c'est vraiment savoureux, c'est elle qui le raconte, donc elle a vraiment un sens de l'humour qui est vraiment tordant. Et Ilona, en fait, sa mère, elle est généticienne, donc c'est une spécialiste sur la question génétique. Et ça tombe bien parce qu'il y a un méchant dans cette histoire-là qui s'appelle Évariste le Juste, qui a pris possession de l'Antarctique et qui, avec ses idées extrémistes, a su conquérir un certain nombre de personnes, donc on dirait une secte finalement, et éventuellement il veut conquérir le monde. Bon, c'est le plus gros cliché, on peut pas se le cacher, mais il faut trouver une solution pour s'en débarrasser, et même en mettant des efforts en commun, les pays y arrivent pas. Donc ils sont ouverts à toute suggestion, même les plus loufoques, et la plus loufoque d'entre elles, c'est Ilona qui va l'écrire, donc jeune fille de 12 ans qui dit « Pourquoi est-ce qu'on s'attarderait pas sur des gens qui ont déjà marqué l'histoire et qui ont déjà fait leurs preuves pour conquérir des nations, donc avec un esprit de stratège. » Donc, elle va formuler en fait une liste de 4 personnes qui seraient susceptibles de les aider à conquérir, dans le fond, à reconquérir la partie que Évariste a perdue et compromettre ses plans. Donc, le premier, on les voit juste ici. Donc, on a Napoléon Bonaparte, qui est un Français. On a Hannibal Barca, qui est un stratège qu'on a connu à l'époque de Carthage, qui était une grande rivale de Rome. On a Genghis Khan, qui était un empereur mongol. Et on devait avoir Geronimo, donc qui est un autochtone dans le fond des États-Unis. Mais finalement, il va arriver un paquet de circonstances et on va se retrouver avec Calamity James. Donc rapidement, il y a quelqu'un qui a eu vent de l'expérience secrète qui devait être menée. Il a été corrompre les échantillons d'ADN, et ce qui fait qu'en fait, tous les héros se sont retrouvés avec une particularité, sauf Calamity Jane, c'était simplement pas le bon échantillon. Bonaparte est rendu plus petit et il est pacifiste, c'est pas très aidant. On a Genghis Khan qui est devenu aveugle, et on a Hannibal qui a 6 ans. Donc, on n'a vraiment pas les échantillons qu'on voulait, on n'a vraiment pas les personnages qu'on voulait. Néanmoins, handicap ou pas, ce sont des stratèges, ce sont des gens qui ont marqué leur époque. Ils sont teintés d'une certaine sagesse, donc ils vont apporter leur contribution, dans le fond, au projet.
Donc, c'est un roman assez explosif, c'est vraiment très drôle. J'adore la relation que les personnages ont entre eux, c'est vraiment très bien. Une jeune fille qui adore sa maman et qui clairement tolère pas que son génie soit mis de côté sous prétexte que c'est une femme. Donc, on joue avec plusieurs concepts, mais vraiment, c'est l'humour qui est vraiment très marquant là-dedans. C'est le tome 1, donc j'attends impatiemment la suite. Donc, Ilona Melville. Le troisième, c'est Les magies de l'archipel, donc un tout petit roman juste ici, qui est un tome 1 également. Donc, dans ce petit roman fantastique, on se retrouve quelque part, ça pourrait être le Maghreb ou ça pourrait être les pays du Moyen-Orient, c'est pas évident, mais les personnages sont assurément pas caucasiens, ça me plaît. On est dans une ville où on va suivre deux enfants, donc bon, encore une fois, les noms, vous me connaissez, Nour et Kassim, voilà. Ils sont frères et sœurs, ils vivent dans un palais, on comprend que les parents occupent des fonctions importantes auprès de ce bâtiment-là qui est, dans le fond, tenu par un chef d'État. Néanmoins, il y a une maladie qui court ou une sorte de malédiction à travers le pays où les gens se mettent à avoir des écailles sur la peau et dès qu'on voit des symptômes, en fait, on les prend et on les amène sur une île où ils vont pouvoir vivre. Un peu comme à l'époque d'Alep. Oui, c'est ça, d'Alep. Donc, le garçon apprend que sa sœur de 6 ans, Nour, elle est atteinte de cette maladie-là, de cette malédiction-là. Il a des écailles dorées qui commencent à apparaître sur sa peau. Et il comprend que durant la nuit, on va essayer de la faire sortir du palais pour l'amener sur cette fameuse île-là. Et lui, évidemment, il n'est pas d'accord du tout, donc il va s'éclipser également, il va la suivre. Il va rencontrer un autre personnage, et je tiens à mentionner que c'est un super beau personnage, donc je vais vous montrer parce qu'il y a des illustrations dedans qui sont vraiment très belles. Donc c'est ce personnage-ci qui s'appelle Elissa. Donc la voici, je vous montre. Donc, j'aime bien Elissa, c'est pas un profil typique, déjà j'adore la silhouette ronde qu'elle a, mais j'apprécie beaucoup aussi son côté très cartésien et très pragmatique. C'est vraiment un beau personnage, et c'est sur elle en fait que Kassim va tomber, et c'est une navigatrice, donc elle est d'une nation qui est reconnue pour la navigation, et ça tombe bien parce qu'elle fait partie d'un équipage, donc qui dit bateau dit on peut aller sur l'île, ils vont aller récupérer Nour, et à partir de là, il va avoir, vont essayer de négocier des choses, ils vont finir dans un port où est-ce qu'il y a une autre ville, et ils vont tomber sur un antiquaire. Et cet antiquaire-là avait un livre en particulier, et un livre qu'on dit noyé, donc un livre qui provient d'une épave et qu'on a rescapé. Et d'après ce qu'on comprend, cet endroit-là, c'est une bibliothèque qui est sur une autre île, et cette bibliothèque-là dit que dans le fond, on pourrait trouver des informations, dont peut-être le remède contre la maladie. Donc, c'est le lien d'espoir qu'on voit avec le frère et la sœur, retrouver la bibliothèque, mais entre-temps, Nour est de plus en plus attirée par l'océan. C'est pas anodin ce qui lui arrive. Et un peu comme je l'avais pressenti, en fait, elle devient ni plus ni moins sirène. Donc, un garçon qui est davantage attaché à la terre, une jeune fille qui est davantage attachée à la mer, c'est un peu la prémisse qu'on va voir à la fin. Très exotique, beau personnage, on a des pirates, c'est vraiment un petit roman d'aventure. Donc, vraiment idéal pour des enfants qui voudraient faire de la littérature fantastique sans tomber dans les grosses briques qu'on voit d'habitude en littérature jeunesse. Donc, à regarder plus près, 2e cycle primaire à peu près, pas très dur à lire, mais néanmoins bien écrit. Donc, le 4e, on change complètement de registre, donc on est avec Les boîtes aux lettres, juste ici, qui est vraiment très beau lui aussi. Donc, c'est un coquillage qui va nous raconter l'histoire, donc c'est pas anodin. En même temps, c'est assez rare qu'on a des objets qui nous racontent des histoires, mais c'est le cas ici. On comprend aussi que certains objets ont une âme, donc il y a aussi le vélo qu'on voit sur la couverture, le vélo rose, Rosie, qui est pas anodine elle aussi. On nous parle d'elle comme si elle avait un tempérament, pourtant c'est quand même bien un objet. Donc il y a quelque chose de très poétique et 2e degré dans ce roman-là. C'est vraiment très beau. Donc on a un garçon, son père a disparu, pas disparu dans le sens mort, mais disparu dans le sens il est parti, on ne sait pas pourquoi. Et dans la tête d'un enfant, c'est pas toujours clair. Donc dans son cas, mon Dieu, son petit nom, Émile, oui. Émile fait donc le calcul que pour avoir des nouvelles de son père, il faudrait qu'il y ait davantage de boîtes à lettres un peu partout pour qu'il puisse lui écrire. Donc, il va se mettre à acheter pour le prix de 13,60 € des boîtes à lettres qu'il va poser dans différents endroits. Et on va voir un peu l'histoire autour du lieu. Donc, on décide de faire des parallèles. C'est vraiment très intéressant. Et chaque boîte aux lettres, finalement, se trouve une vocation puisque le papa ne passe pas par les boîtes à lettres. Donc, dans le premier cas, c'était des oiseaux qui avaient fait leur nid dedans. Dans le deuxième, c'était un homme et une femme qui étaient désespérément à la recherche de l'amour, qui s'écrivaient des lettres enflammées. Donc, chaque boîte à lettres se trouve une vocation. C'est vraiment très beau.
ultimement, on comprend qu'Émile va retrouver son père. Son père, il n'est pas parti pour n'importe quelle raison. En fait, il a levé la main contre sa mère. Donc, on touche la violence conjugale là-dedans. Mais pour un enfant, c'est particulier parce que veut pas, on a un fort sentiment d'attachement à nos parents. On n'a pas la même vision nette qu'un adulte là-dessus. On a un parti pris. J'apprécie le fait que la maman, par exemple, elle a pas été dupe, elle a pas été naïve à la fin. C'est comme on va se garder une distance. C'est pas vrai que je vais te pardonner facilement. Donc, c'est pas le sujet central du livre du tout, mais j'ai apprécié qu'à la fin on fasse ce petit écho-là pour le mentionner. C'est quand même un sujet de première importance pour la littérature jeunesse aussi. Donc, un beau roman, pas très difficile à écrire, quand même relativement bien aéré. Et j'aime vraiment beaucoup le fait que les objets parlent. C'est vraiment, ça donne pratiquement une flopée de personnages, malgré le fait qu'il y a pratiquement juste 2 humains dans l'histoire. Donc, vraiment, c'est très beau. Je vous invite à regarder ça. Le 4e, donc, non, le 5e. Le 5e qui est une plus grosse brique. Donc, nous avons le livre des rêves interdits, qui est vraiment très beau d'ailleurs, je souligne. Dans cette histoire-là, on est à l'aube d'une prise, pas une prise d'otage, je vous dirais, une invasion, mais de l'intérieur. Donc, un petit peu à la manière de Mussolini en Italie, donc à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a un dictateur en puissance qui va envahir la Krasnie, donc un pays imaginaire. Et avec ces idées, on ferme les bibliothèques, les enfants n'ont plus le droit de vivre comme on le voyait, donc aller dans les bibliothèques, se promener à l'extérieur. Moins on les voit, mieux le dictateur se porte parce qu'il déteste les enfants. Donc les enfants essentiellement ne peuvent qu'aller à l'école et autrement rester à la maison, on veut pas vous voir. Et c'est ce qui va arriver dans le fond à nos 2 héros. Donc on a Robert et Rachel Klein. Leur père est bibliothécaire. Et en fait, Monsieur Klein décide que pour le bien-être mental de ses enfants, on va transformer la maison en un univers avec un paquet d'aventures. Donc le canapé devient un bateau, devient un navire d'expédition, ou il va devenir une forêt ou un volcan. Donc c'est vraiment très beau. On voit que les parents mettent beaucoup d'efforts pour continuer à développer l'imaginaire de leurs enfants parce qu'ils comprennent l'importance que ça a pour un enfant de cultiver sa créativité. C'est pas toujours facile, on est dans un monde où tout est surveillé, donc on est vraiment dans une logique de dictature assez nette. Et en fait, notre papa va amener ses 2 enfants à la bibliothèque. Il y a un livre en particulier, c'est le livre des rêves interdits, donc on s'en doute un peu. Et la légende veut que ce livre-là ait des pouvoirs. Genre, je sais pas si c'est vrai, parce que je l'ai pas terminé, mais j'ai bien hâte de voir. Et dans le fond, durant la nuit, le papa, la raison pour laquelle il a amené ses enfants, c'est qu'il faut sauver ce livre-là d'une autodafé. Donc, on est vraiment dans la logique de censure ici. Donc, les enfants, les événements s'enchaînent, le papa est arrêté, la maman meurt. Il y avait un passage qui était vraiment triste où ça disait que les croque-morts voulaient même pas enterrer la mère parce qu'il y avait trop peur des réactions du parti. Donc, on voit assez bien qu'est-ce que ça donne, une dictature dans ce roman-là. C'est troublant, mais en même temps, c'est bien fait. Et on va voir aussi qu'en fait, Rachel et Robert vont prendre un peu la suite de la mission de leur père, c'est-à-dire amener le livre en lieu sûr et s'assurer qu'il ne sera pas détruit. On parle des rêveurs, faut trouver c'est qui. Donc, ils sont sur la piste de l'illustrateur du livre, mais le livre a 500 ans, donc c'est vraiment pas simple. Mais c'est vraiment à la fois une aventure policière et un petit peu politique, donc c'est vraiment très intéressant. J'en vois pas souvent pour le lectorat intermédiaire, donc je suis vraiment contente de le voir. Donc, reste à savoir s'il y a de la magie ou non, mais c'est déjà magique à mon sens de voir qu'est-ce qui se passe dans ce roman-là. C'est vraiment très beau. Bon départ. Donc, le 3e roman qui contient un personnage féminin dont je vous disais qu'on a eu plein de personnages féminins vraiment tripants ce mois-ci. Donc, cette fois-ci, on est dans un roman un peu plus petit. On est avec Mina. Bon, Mina, comment dire? Ça commence où elle a défendu un autre étudiant contre un certain personnage et bon, elle est dans le bureau avec le directeur et le directeur de dire oui, mais tu peux pas frapper ton professeur d'éducation physique. Donc on vient de voir tout de suite que bon, c'est même pas un étudiant, elle a même le culot de s'en prendre au professeur. Je dis pas que la violence c'est bien, mais on voit quel genre de personnage on a à faire ici. Elle ne tolère pas l'injustice, c'est contre nature pour elle. Donc elle décide de fonder un club de super-héros qui n'ont pas vraiment de pouvoir, mais quand même, on va voir qu'un petit peu. Donc Mina, clairement, elle, c'est son tempérament pas explosif, mais pas
disons, son tempérament de justicière, donc pouvoir sauver tout le monde. Il y a également les 3 personnages qui sont ici. Donc, on a ce garçon-là qui n'a pas de lunettes, je tiens à le mentionner, et qui est un intellectuel. Je suis bien contente. C'est le cerveau de l'équipe. On a le sympathique petit garçon ici, qui est une petite terreur sur pattes, qui est vraiment charmant. Et on a la demoiselle ici, dont elle, son super pouvoir, c'est de faire des sourires enjôleurs. Donc, les gens finissent par lui obéir à cause de ça. Donc, les 4 personnages forment un petit club et leur mission, et c'est là que je trouve ça vraiment très mignon, il y a un gentil garçon, un gentil jeune homme, d'origine maghrébienne peut-être, qui travaille dans une épicerie, charmant, tout le monde l'aime, Mina l'aime particulièrement, elle le trouve vraiment sympathique, et on apprend qu'en fait c'est un migrant, donc, et son visa a été refusé, donc il est obligé de se cacher, on est en France, et eux autres ils décident dans le fond de trouver une façon de pouvoir, qu'il puisse rester au sein du pays, parce que c'est clairement quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bien intégré, mais clairement, il y a de l'injustice à savoir, finalement, sur quels critères repose le fait qu'on garde une personne ou non. Fait que le thème est intéressant, c'est assez rare que je vois le traitement de la migration dans ce sens-là, parce qu'il y a toute l'idée de la justice autour de ça. Donc, un petit roman qui est vraiment pas long à lire, très drôle aussi, vraiment, il y a des répliques là-dedans qui sont vraiment adorables. Une équipe un peu bras cassés, c'est pas toujours facile, ils essaient, ils ont de la bonne volonté, mais c'est pas toujours simple, donc c'est ça. Fait que, un beau petit roman à regarder. Une petite histoire d'amour. Pour la littérature débutante, c'est rare qu'on en a, donc j'étais contente de pouvoir vous le présenter. Donc, le tout petit monsieur et la très grande madame, donc on le voit, il y a un écart de taille, sans jeu de mots. Au début, on comprend que ce sont 2 personnes élégantes, charmantes, on nous donne des descriptifs. Lui, il préfère son grand chien, elle préfère son petit chat. Elle joue du violoncelle, lui, il joue aux échecs. Ils sont à la recherche du grand amour, mais lui étant petit, elle étant très grande, ils ont peur que ça soit difficile pour eux parce qu'ils correspondent pas, dans le fond, au physique corporel qu'on attend d'une madame et d'un monsieur. Donc, ils vont essayer de pas voir. Donc, elle essaie d'arriver subtilement pour pas qu'il voit à quel point elle est grande et elle s'assoit tout de suite. Lui, c'est le contraire. Il arrive en avance pour être sûr d'être déjà assis, donc on voit pas la longueur de ses jambes. Donc, au début, on se dit, bon, c'est absurde. Ils pourront pas continuer comme ça très, très longtemps. Et comme de fait, ils vont en arriver à un point où ils vont aller pique-niquer. Et là, cette fois-ci, c'est sûr que c'est un peu difficile de le cacher. Je vais vous montrer juste ici. Mais c'est justement ce qui est beau. Finalement, c'est pas important. Lui, il a des avantages en étant plus petit. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est un peu plus bas. Elle s'occupe de tout ce qui est un peu plus haut. Il y a des avantages finalement à avoir les 2 grandes tailles. Puis c'est juste tellement mignon. Donc, on aime une personne pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'on espère lui faire devenir. C'est la grande morale qui devrait être partout, selon moi, mais qui l'est pas forcément partout. Donc ici, on le voit très bien. C'est vraiment mignon. Pour ceux qui connaissent un peu les films, ça m'a vraiment évoqué le film de Lao, où on avait justement 2 personnes parfaitement complémentaires, qui avaient une belle harmonie, une belle communication. Donc, pas très long à raconter, mais je suis même sûre que ça pourrait plaire aux adultes tellement que c'est joli comme histoire. Donc, voilà. Un autre personnage féminin atypique, Frankie. Quel cinéma! Donc, on est avec une jeune fille qui a perdu ses parents. Je sais pas pourquoi les orphelins sont recrudescents en ce moment. Donc, on a une jeune fille qui vit avec sa tante et on comprend que niveau tempérament, c'est très différent. Donc, on a une tante exubérante, pleine d'idées, très enthousiaste, monte des meubles Ikea, elle adore ça. Elle a toutes sortes de lubies, vraiment fofolles, c'est vraiment mignon. Elle est très riche, donc elle peut faire toutes sortes de choses qui sont un peu en dehors des conventions. Frankie étant sa nièce, bon, elle l'a pris sous son aile, mais Frankie, c'est un peu le contraire. Elle a une âme un peu mélancolique, elle aime regarder la pluie tomber, elle aime le calme, c'est un personnage qui est introverti, et elle, clairement, l'apparence, c'est secondaire, c'est pas important. Ce qui est très intéressant du roman, c'est que c'est pas l'une et l'autre qui racontent l'histoire, ce sont les majordomes. On a Gustave et Alphonse qui vont nous raconter de leur point de vue qu'est-ce qui se passe dans la maison. Donc c'est un récit au nous. Ils vont y aller de leurs commentaires, ils vont y aller aussi de oh mon Dieu, c'est tellement épouvantable ce qui se passe. Donc ils sont très dramatiques. Il y a un côté très théâtral dans le dialogue, c'est vraiment très drôle.
Et en fait, notre tante réalise qu'elle a raté la journée d'anniversaire de Frankie parce qu'elle s'est endormie dans son lit. Donc, elle dit non, fais-toi-en pas, je vais te trouver une idée fantastique pour le lendemain, on va faire une activité complètement folle. Et comme de fait, il se retrouve sur un plateau de tournage. Mais bon, la vie étant ce qu'elle est, tout n'a pas été comme convenu. Il y a un paquet de choses qui sont arrivées, que tout a été de travers. Ils ont pris la pluie. Ils se sont retrouvés à un endroit où, dans le fond, le producteur était pas là. Il a quitté le plateau, donc ça allait vraiment pas bien. Donc, c'est un roman pour rigoler. Vraiment, ça fait du bien. En même temps, on voit assez près que Frankie, elle est encore très attachée à ses parents. C'est sûr que c'est pas simple. J'apprécie cette dimension-là parce que malheureusement, souvent, les personnages dans d'autres romans, ils sont un petit peu trop facilement adaptés. Ici, on le voit que c'est encore un sujet sensible. Mais ultimement, on voit qu'ils vont se trouver des intérêts communs parce que dans le fond, Frankie et Polly ont des arts en commun. Ils aiment le cinéma toutes les deux. C'est un beau domaine, fait qu'on va voir un peu comment ça se fait sur un plateau de tournage. Donc, c'est ça, on sort un peu de ce qu'on voit d'habitude. Un brin de folie qui est vraiment très, très joli, donc c'est vraiment pétillant. Et finalement, parler aussi on peut finir par s'apprivoiser. C'est long, mais on peut y arriver, même quand on a des divergences de tempérament. Donc, un roman en tome unique, il n'y a pas de suite. Donc, je vous invite à aller voir. C'est Frankie, quel cinéma. Et mon petit dernier, qui est aussi un de mes préférés ce mois-ci, Plume et l'ombre du dragon, qui est juste ici. Un beau petit roman, lui aussi. Je pense pas qu'il y a de suite, donc petit roman pour ceux qui n'ont pas envie d'aimer les séries, qui n'aiment pas les séries. Donc, Plume est une piratesse des ombres. Donc, ce qu'on comprend, c'est que quand elle touche des ombres, elle les voit. Elle peut aussi leur donner la liberté et donc les ombres se détachent de leur forme initiale. Donc, comme si on avait tous un doublon dont on prend pas toujours soin. Cette jeune fille-là, dans le fond, sa mère, elle était piratesse de l'ombre avant elle. Et elle devait être très bonne, d'après ce que je comprends, parce qu'elle n'arrête pas de vanter sa mère. C'était quelqu'un d'extraordinaire et malheureusement, elle a un peu disparu du décor. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'elle l'a abandonné? Ça semble être l'explication. Elle a un très grand cœur, ce qui est un peu incompatible avec sa profession, parce que dans le fond, pour capturer des ombres et ensuite les revendre sur le marché noir, il faudrait qu'elle soit capable de s'en séparer. Chose qu'elle a beaucoup de mal à faire. Elle en a vraiment de plusieurs variétés. On a un renard à 9 queues, on a une belette, on a une liane serpent, on a un tricératops, 3 têtes. Donc on les voit sur la couverture d'ailleurs, les personnages. Plume, elle est savoureuse comme personnage. Mon Dieu, qu'elle est cute et elle est tellement mignonne avec ses commentaires et elle est pas modeste du tout. Elle est toujours très fière de dire qu'elle est une grande piratesse. Elle est contente de montrer qu'elle a de la classe et qu'elle est vraiment pas orgueilleuse finalement. En fait, non, elle est beaucoup. C'est le contraire. Donc, toujours, si je vais mourir, autant que ça soit classe, autant que ça soit bien fait. Donc, c'est vraiment, j'en vois jamais des comme ça. Ça me fait vraiment du bien. L'histoire de base, dans le fond, on a Plume qui elle essaie de chasser une licorne. Finalement, la licorne, d'ailleurs, ça c'est très drôle aussi, la licorne, c'est une espèce de patapouf un peu maladroit, les yeux un peu tout croche. C'est pas la licorne telle qu'on la voit toujours, pas du tout. Et ils font des caca caramel en plus. Donc, bref. Et en voyant la licorne, en fait, elle a retiré l'ombre qui est devenue le personnage de Bucéphale. Et Bucéphale raconte qu'en fait, il a vu un dragon. Et ce dragon-là a une ombre gigantesque. Donc, ni un ni deux, notre piratesse fait « Ah oui, c'est un défi à ma juste mesure, il faut que j'ai récupéré cette ombre-là. » Parce que ce qu'elle apprécie beaucoup des ombres, c'est qu'ils ont des histoires à raconter et ça trompe son ennui. Donc, que d'histoires un dragon doit avoir à raconter, donc il faut absolument aller mettre la main dessus. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est pas juste une histoire d'aventure. Je réalise à la fin qu'il y a énormément de philosophie, il y a beaucoup sur le sentiment d'attachement et finalement on réalise que la maman, elle est décédée, c'est la faute du dragon qui avait tellement une grande solitude qu'il a décidé de manger la maman et garder son ombre pour qu'elle lui raconte des histoires. Donc on parle de la solitude, à quel point ça peut rendre fou là, quand on n'a personne à qui s'adresser, quand on n'a pas on peut pas raconter ce qui s'est passé dans notre journée, on en parle. Et en fait, on va parler du pardon, on va parler du fait de grandir, du laisser aller. C'est quoi grandir finalement? Est-ce que c'est d'être capable de se détacher de nos figures? Est-ce que c'est capable, est-ce qu'on sait d'avoir finalement notre propre but? Et ultimement aussi parler d'amitié. On peut créer des liens d'amitié et c'est important ces liens-là, c'est ce qui nous maintient mentalement en santé aussi.
Donc, comme je vous disais, assez surprenant. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait quelque chose d'aussi beau. Et à la fin, on a vraiment le jeu entre le dragon et son ombre, qui sont complètement deux entités séparées qui ne s'entendent pas, ce qui est paradoxal parce que le dragon dit toujours qu'il est tout seul, mais non, il a une ombre qui est très intelligente et très savante. Donc, beaucoup de concepts, beaucoup d'humour et étonnamment bien raconté pour un livre aussi petit. Donc, vraiment, une belle trouvaille. On a des beaux personnages féminins ce mois-ci, là, vraiment. Je suis vraiment convaincue. Donc, c'était la dernière capsule pour cette année, pour l'année 2022. Donc, la prochaine va se dérouler en 2023 pour le mois de janvier. Donc, comme c'est notre dernière, je vais vous souhaiter un bon temps des fêtes, une bonne année, et on va se retrouver l'année prochaine avec la capsule de janvier. Une bonne journée à tous. Bonjour, je m'appelle Émilie, je suis libraire jeunesse à la librairie Monet et aujourd'hui, je vous partage mes incontournables du mois de décembre pour les albums intermédiaires. Alors, pour commencer, nous avons Sans détour aux éditions L'Étagère du bas. Alors, c'est un album qui est vraiment très intéressant pour parler des petites choses dont on peut faire au quotidien. Donc, des fois, on va avoir l'impression qu'on doit faire des gestes grandioses pour faire une différence et tout ça, alors que souvent, c'est les petites choses au quotidien qu'on fait qui vont faire une différence. Donc, dans cet album, la petite fille nous parle du chemin qu'elle emprunte chaque jour pour aller à l'école et elle ressent une certaine honte parce qu'en passant pour aller à l'école, elle voit une maman sans abri avec son bébé. Et elle se sent mal de ne pas pouvoir rien faire, en fait. Et dans cette honte-là, souvent, elle va vouloir faire un détour, donc d'où le titre Sans détour. Elle va vouloir faire un détour pour ne pas les voir. Quand ils vont passer à côté et qu'ils ne font pas le détour, elle va compter jusqu'à 10, le temps qui les dépasse pour ne pas regarder. Et sa mère s'aperçoit à un moment donné qu'elle a vraiment un malaise face à ça, de ne pas pouvoir les aider, justement. Alors, elle lui dit, tu sais, un sourire, une belle parole, juste reconnaître la personne, le fait que c'est une personne, justement, ne pas les ignorer, déjà, c'est un geste qui compte plus. Donc oui, des fois, on aimerait pouvoir aider, mais il y a des choses qui sont un peu au-delà de ce qu'on peut faire. Donc, elle fait comprendre à sa fille que juste un petit geste comme un sourire salué, ça peut faire une différence. Donc, la petite fille a l'idée de faire quelque chose elle aussi. Donc, le soir, elle dit qu'elle se couche avec sa poupée préférée pour une dernière fois. Et le lendemain, quand elles vont vers l'école et qu'elle passe devant, on revient au titre Sans détour, c'est que là, elle se dit, je ne vais pas regarder ailleurs, je vais vraiment prendre ça en compte. Et là, elle marche et encore une fois, elle compte, mais jusqu'à 10, le temps de se rendre à la dame et elle tend sa poupée à l'enfant ou au bébé de la dame itinérante et elle voit qu'il sourit parce qu'il est content de recevoir ça et elle se sent bien justement d'avoir fait cette action-là. Donc, c'est vraiment très beau puis un beau message justement. Alors, vraiment un favori pour moi ce mois-ci. Ensuite, nous avons Vampire un jour, Vampire toujours aux éditions Actes Sud. Ce n'est pas un album, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, en fait, au début, quand j'ai vu Vampire un jour, Vampire toujours. Et l'album est fait de cette façon-là. Alors, au début, quand on suit l'histoire du monsieur, on voit qu'il est vieux, qu'il porte un chapeau, des lunettes de soleil et tout ça. Donc, il est vraiment comme un vampire. On parle un peu de son mode de vie, où est-ce qu'il habite, c'est plein de toiles d'araignée, tout ça. Donc, on a vraiment l'impression de voir ça. Il a fabriqué une espèce de machine volante en plus qui ressemble à une chauve-souris, qui a comme des grandes ailes. Il a un gros télescope également. Et il dit que il y a quelqu'un qui va toujours lui porter à manger le vendredi, qui met ça dans le monte-charge. Lui, il arrive, la pâtée pour son chat, la nourriture. Mais là, déjà, au début, on se pose un peu des questions. OK? Il y a quelqu'un qui apporte à manger aux vampires. Il sort dehors. Il a beau avoir un chapeau, des lunettes de soleil. OK, tu sais. Rendu là, on se pose un peu des questions, mais ça va. Et un vendredi, il n'a pas reçu ce qu'il reçoit d'habitude, le manger, la pâtée pour chat et tout ça. Donc là, il se dit, il faut que j'en achète moi-même. Alors, il mémorise le chemin pour se rendre jusqu'à l'épicier. Il se rend, il fait ses courses, mais en revenant, il s'aperçoit qu'il n'a pas mémorisé le chemin du retour. Et là, c'est une jeune fille, Zoé, qui va l'aider à retrouver son chemin.
Et là, elle va entrer chez lui et elle va regarder, puis wow, il y a des toiles d'araignée partout. Elle crie, c'est très drôle en voyant un squelette d'oiseau dans une cage. Donc, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, elle voit des photos ici d'avions, des photos du passé. Donc, c'est vous ça? Oui, je suppose. Vous étiez pilote de chasse? Je ne sais pas. Mais pourtant, vous avez plein de médailles. Et là, on va comprendre, OK, il était pilote de chasse et tout ça. Et finalement, à la fin du livre, elle va l'amener dans un musée de l'aviation. Et elle va lui montrer un avion, vieil avion justement, qui ressemble un peu à celui qu'on avait vu au début qu'il a fait, qui a comme des ailes un peu. Et elle va lui dire, est-ce que vous reconnaissez ça? Il va lui dire, ben oui, c'était mon avion à moi. Et en fait, les vampires, c'était le nom de leur escadron. Donc, d'où le fait de dire vampire un jour, vampire toujours. Hein? Alors, on comprend que c'est un vétéran, il est rendu vieux et il commence à perdre la mémoire. Donc, l'album prend une toute autre tournure, c'est vraiment beau. C'est un album qui s'adresse peut-être un peu plus pour le 3e cycle, parce qu'il a quand même pas mal de textes dedans. On pourrait limite le travailler en 4e année, mais moi, je le garderais surtout pour le 3e cycle du primaire. Alors voilà, c'est un très beau message, un album que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, nous avons Le guichet de la lune. Déjà, juste la couverture donne envie. C'est aux éditions Alice Jeunesse. On est vraiment dans la fantaisie dans ce bel album. Alors, le principe est qu'il y a un guichet sur la lune avec un gardien de ce guichet-là. Donc, on peut le voir juste ici. Et en fait, l'idée est que les souhaits que les enfants font, ce qu'ils souhaiteraient avoir quand le soir on se couche et là, j'aimerais tellement avoir telle chose ou qu'on va penser, souhaiter quelque chose, ça se retrouve en fait sur la lune. Il est comme le gardien de ça et il s'assure de garder les souhaits des enfants vivants, si on veut. Mais à un moment donné, une petite fille se ramasse avec lui. Et là, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Il essaie de la retourner d'où elle vient. Elle revient quand même. Donc, il ne peut pas s'en débarrasser. Et il dit, bon, tant pis alors. Puis il commence à s'attacher un peu à elle. Il commence à l'aider. Elle veut passer le balai, faire des choses. Et au fur et à mesure, elle va l'aider dans ses tâches. Et même à un moment donné, il va tomber malade. Et c'est elle qui va s'assurer de faire en sorte que ce qu'il faisait continue et que ça ne tombe pas justement là, entre deux autres, que les enfants, les souhaits soient abandonnés. Et à un certain moment, il lui montre la grosse fusée qu'il construit. Et il lui dit en fait que c'est temps pour lui de s'en aller et c'est la petite fille qui va prendre sa place pour continuer à s'occuper justement de trier ces objets-là et de garder les souhaits vivants. Et on dit, quand vous prendrez le temps d'admirer la lune, sachez qu'une petite fille est là derrière un grand guichet. Soyez tranquille, elle veille sur vos souhaits. Donc, c'est vraiment très beau. Il y a vraiment un aspect de fantaisie aussi dedans. C'est assez poétique. Comme on dit, les illustrations sont juste magnifiques et elles donnent vraiment envie. Donc, voilà, c'est à ne pas passer à côté. Ensuite, nous avons Le temps des cerises. Dans cet album, on est dans un monde où tout est en noir et blanc. Et les personnes plus vieilles, disons, se rappellent des fois quand jadis il y avait de la couleur. Donc là, on voit que tout est en noir et blanc. Et il y a une petite fille et sa grand-mère lui parle justement des couleurs en fait là, qui ont déjà existé. Exemple, elle lui parle des frites qui étaient jaunes avant, puis elle se dit « Ah, c'est drôle, tu sais, parce qu'elle est habituée d'avoir juste des frites grises, donc elle dit « C'est drôle à imaginer, des frites jaunes. » Et à un moment donné, elle va trouver enterrée dans le sol une boîte de crayons de couleur. Et là, dans l'album qui était noir et blanc jusqu'à maintenant, on a de la couleur qui apparaît avec ces crayons-là. Et elle les ramène à sa grand-mère et sa grand-mère, « Oh mon Dieu, mais le crayon de couleur. » La petite fille a dit, ben, on pourrait les planter en fait et avoir des nouveaux crayons de la couleur. Puis on lui dit, ben voyons, quelle idée. Mais elle le fait et elle en prend vraiment soin. Elle les arrose jusqu'à ce que des beaux crayons de couleur se mettent à pousser. Et avec ça, elle va se mettre à colorer justement le tout. Donc au pays du noir et blanc, les couleurs sont revenues. Et tout le monde est plus content et plus joyeux, retrouve une joie de vivre.
Et la petite fille, on parlait du temps des cerises, sa grand-mère lui parlait de la couleur qu'avaient les fraises, les cerises, donc elle en déguste. Et elle dit que des frites jaunes, c'est bien meilleur que des frites grises. Donc, vraiment un message aussi d'espoir et de petits... encore une fois, de petits gestes qui peuvent amener plutôt que de faire quelque chose de grandiose. Donc, un autre bel incontournable ce mois-ci. On passe ensuite à Grimelda Oshkorn, souris de Salem. Alors, cet album a quand même un petit look un peu Halloween, malgré le temps un peu plus avancé de l'année. Donc, quand on regarde ça, moi, je trouve ça quand même invitant. J'aime beaucoup les albums thématiques d'Halloween. Alors, c'est un album qui est assez long. Je le mettrai encore une fois en 3e cycle. C'est aux éditions Flammarion. Et on va parler un peu d'individualité, du fait d'être soi-même. Et dans cette histoire, la souris à Salem, la petite sorcière, elles ne sont pas supposées avoir de cœur. Elles n'ont pas de cœur et elles font toutes sortes de bêtises, de méchanceté. Mais Grimelda, elle, a un cœur. Elle voudrait donc s'en débarrasser pour être comme les autres. Alors, elle va entreprendre une quête pour trouver comment se débarrasser de son cœur. Alors, c'est assez original comme histoire. Et à travers ça, elle va rencontrer différents personnages. Donc, des personnages qu'il faut quand même, qui feraient assez peur, je pense, on les rencontrait dans la vie, donc comme cette créature-ci. Mais elle dit, nous, les souris de Salem, on a peur de rien. Donc, les personnages décident de l'accompagner, en fait, dans son périple. Ça peut être intéressant aussi pour explorer la thématique du conte. Ils vont l'accompagner jusqu'à ce qu'elle rencontre une vieille dame. Et chaque personne ne savent pas comment faire pour se débarrasser de son cœur. Et la vieille dame me dit qu'en fait, ce n'est pas que les autres n'ont pas de cœur, c'est qu'ils sont trop petits et on ne les entend pas. Tandis qu'elle, elle a un grand cœur. Alors, ça vient vraiment changer la perspective des choses pour la souris, cette histoire-là. Donc, on va toucher aussi au fait, des fois, des enfants, des personnes qui peuvent être un peu plus sensibles que les autres à certaines choses. Le fait de dire qu'elle a un grand cœur, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas capable de faire un peu les bêtises et les méchancetés que les autres souris de Salem font. Et pour la remercier, la dame travaillait dans un champ qui était vraiment désert, qui n'arrivait à rien faire pousser. La souris veut lui donner une sorte de potion pour faire pousser le reste des choses, et pouvoir pousser ce que la vieille dame essayait de cultiver. Alors, c'est un beau message justement sur le fait de dire que c'est correct d'être différent et c'est correct de pas ressentir nécessairement les mêmes choses que les autres. Alors voilà, et j'aime vraiment beaucoup le look des illustrations. Ensuite, nous allons passer aux albums des éditions québécoises ou canadiennes. Alors, en premier, j'ai Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un père explorateur aux éditions Nathan. Pardon, ce n'est pas un album québécois. On va passer après. C'est le dernier dans les albums étrangers, donc aux éditions Nathan de Didier Lévy. Alors, les illustrations sont très très fun aussi pour celui-là. Et c'est un album qui est vraiment drôle, dans lequel on va aborder la monoparentalité. Donc, on commence avec « Cher papa, nous savons depuis un bon moment, nous savons, tu n'es pas un vrai explorateur. » Donc, les enfants vont entreprendre de dire « ben on sait que qu'est-ce que tu fais puis que tu nous dis, c'est pas vraiment ça. Tu sais, les cadeaux et les bonbons, tu les rapportes pas du bout du monde, tu les achètes sur Internet. » Et là, on voit des choses très drôles. Donc, dans la salle de bain, il est en train d'enfiler son déguisement d'explorateur. Il descend par la gouttière et il va sonner à la porte. Il prend une grosse voix pour dire bonjour. Donc, il est revenu de voyage. Donc, toutes sortes d'histoires comme ça là, qu'ils racontent. Ils disent, ben, on sait que c'est pas vrai. Et à un moment donné, on arrive au moment où ils vont dire, ta grosse voix, elle monte sans cesse dans les aigus. Ta moustache, elle n'arrête pas de se décoller. Et puis, on voit bien que tu as des seins. Donc, on aurait bien voulu avoir un papa, c'est sûr, mais honte à toi, maman. Alors, c'est que la maman, elle est seule pour élever les enfants et elle essaie d'endosser un peu le rôle également du papa en faisant un peu passer comme pour un et pour l'autre. Donc, les enfants disent, c'est correct, maman, tu sais, on peut juste avoir toi, c'est pas nécessaire, surtout que
à un certain moment donné, elle tombe dans la litière et elle se casse une jambe. Donc voilà, et les enfants disent si ça c'est correct, que t'es pas obligé de prendre ce rôle-là qui n'est pas le tien. Alors, cher papa, merci pour les bonbons, les cadeaux et les histoires, mais s'il te plaît, reste pour de bon dans tes contrées lointaines. Et c'est drôle parce qu'on a une petite lettre écrite par des enfants. C'est plein de fautes, alors c'est vraiment mignon. Donc, cher papa, merci pour les bonbons, les cadeaux et les histoires, signé des 3 petits-enfants. Donc, c'est vraiment une manière très, très belle d'aborder la monoparentalité. Donc, maintenant, pour les albums d'édition canadienne, aux éditions scolastiques, nous avons un sourire. Alors, les illustrations sont, encore une fois, magnifiques. Et on voit que je choisis beaucoup les illustrations dans les albums qui sont mes favoris. Donc, il y a une certaine magie là-dedans. Et simplement, on vient expliquer l'importance du sourire. Alors, un sourire, c'est un cadeau magnifique qu'un visage fait à un autre. On va expliquer qu'un sourire, ça peut effacer une peine. Donc, c'est sûr que pour les plus grands, oui, il peut y avoir des subtilités. Mais pour un enfant plus jeune, simplement d'expliquer le fait que, encore une fois, on retrouve la thématique du petit geste, qu'un simple sourire peut avoir tellement de bénéfices. Donc, ça peut faire comprendre entre les lignes que, justement, juste, on a un ami qui est triste, juste le fait de lui faire un sourire, de l'écouter, tu sais, ça va déjà lui faire du bien. Alors, c'est vraiment intéressant pour ça. Et puis, je pense que c'est très important, justement, cette thématique-là de tous les petits gestes qu'on peut faire au quotidien pour rendre la vie plus belle. Alors, voilà. Et finalement, nous avons La vie spectaculaire, encore aux éditions scolastiques. Cette fois-ci, on est dans une thématique du genre et justement des stéréotypes de genre. Alors, c'est la fête de la petite Frankie qui approche. Et elle est super excitée. D'habitude, elle ne fête pas vraiment son anniversaire, mais là, cette année, elle veut le faire et ça va être quelque chose, ça va être en grand. Donc là, ils sont en train de décorer la cour et elle aimerait vraiment avoir un habit extraordinaire. Alors là, elle a demandé à son frère de l'aider à faire le gâteau. Elle a invité les amis de sa classe. Elle dit, ça va être tellement incroyable cette fête. J'aimerais vraiment avoir un habit spécial. Et là, en fait, elle cherche, elle regarde avec les robes qu'elle a, elle enfile, mais c'est pas tout à fait ça. Elle se sent pas confortable, elle se sent pas à l'aise. Donc, sa maman lui dit, mais t'es si belle. Puis l'autre a dit, mais c'est pas ça. Puis sa maman lui dit, mais pourquoi est-ce que tu porterais pas ton chandail préféré, par exemple? Puis son grand frère lui dit, mais pourquoi en faire tant d'histoires? Puis elle se dit, mais j'aurais tellement voulu avoir l'air spectaculaire pour ma grande fête. Et là, elle imagine l'habit qu'elle aimerait porter. Mais là, elle va magasiner avec sa maman et elle ne trouve pas ce qu'elle veut. C'est quelque chose de tellement spécial et unique. Donc, elle se dit, ben, c'est plus facile de le garder dans ma tête puis de ne pas être déçue d'avoir comme cette idée-là que je m'étais faite. Elle essaie de ne pas pleurer puis elle se dit, bon, je vais juste porter mon chandail préféré par-dessus une de mes robes. Et là, elle chiffonne le dessin qu'elle a fait et le lance par terre. Mais là, on dit, le problème avec un plan secret, c'est qu'on ne peut demander d'aide à personne. Et sa mère trouve le dessin. Et avec l'aide de son frère et de sa sœur, ils vont tous travailler ensemble pour lui confectionner l'habit qu'elle souhaitait donc avoir. Alors le matin de la grande fête, elle se réveille et qu'est-ce qu'elle voit pendu à l'armoire en face de son lit? L'habit. Et là, elle est aux anges, elle est tellement contente, c'est l'habit spectaculaire qu'elle rêvait d'avoir. Et là, elle met des bottes lacées, elle met une cravate, son frère la laisse utiliser sa pommade pour les cheveux, sa sœur lui prête des lunettes de soleil qu'elle trouve vraiment cool et la voilà habillée avec l'habit dans lequel elle se sent tellement à l'aise. Et sa mère lui dit « Tu es spectaculaire ». Son frère et sa sœur approuvent, tout à fait spectaculaire. Et tout le monde est d'accord. Alors, c'est vraiment bien pour justement tout ce qui est les stéréotypes de genre, de dire, ben tu sais, c'est correct, Frankie elle voulait s'habiller avec un habit, mettre une cravate. Et il y a vraiment ce côté aussi de dire, de demander de l'aide, justement. Et c'est quelque chose, je pense, au niveau des enfants, des fois, qui vont se poser des questions au niveau du genre et tout ça. Ça peut être des fois difficile d'en parler, d'exprimer ce qu'on ressent, ce genre de choses. Donc, on vient vraiment montrer c'est correct d'en parler avec sa famille, de demander justement. Alors, très bel album pour celui-là.
Alors voilà, c'était mes incontournables pour les albums intermédiaires pour le mois de décembre. J'espère que vous avez apprécié et que vous pourrez faire de belles découvertes. Je vous invite vraiment à les consulter. Ce sont vraiment tous et toutes des petites pépites.